Là, le sujet me semblait intéressant, comme je disais, ensuite du sujet MCP qu'on a vu là, il y a quelques semaines. Donc on a eu cette idée enfin ça faisait un moment en fait qu'on avait eu cette idée avec Alexis de créer cette conf, parce que, alors, pour vous faire une petite rétrospective, on a été invité par Google, à Google I/O Connect à Berlin, où ils nous ont présenté ce protocole, ils nous ont présenté ADK, ils ont présenté quelques cas d'usage auxquels ils avaient pensé autour de tout ça. Alors, l'idée, c'était de vous faire une conf un peu débrief à la base sur cet événement, Google I/O Connect. En réalité, il y a un vrai sujet à approfondir avec ces sujets-là, ADK et Agent to Agent. C'est pour ça qu'on en fait une conférence complète. Alors, on a beaucoup de slides à présenter, on va faire du live coding aussi. Évidemment, on peut ajuster. Si on voit que ça déborde trop, on a aussi le repo complètement terminé avec les solutions. Si on veut accélérer, ce sera tout à fait possible aussi. Donc on va ajuster en fonction, parce que sinon, on peut vraiment s'étendre très longtemps sur le sujet. Moi, c'est Jérémy, je travaille chez Appseed, bientôt CGI, en tant que plein de choses. Là, en ce moment, je suis tech lead IA, j'ai fait du cloud, j'ai fait tout plein de choses avant ça aussi. Et puis, du coup, je suis accompagné par Alexis aujourd'hui. Voilà, consultant Data IA aussi chez Appseed. Donc, j'interviens sur des projets aussi d'intelligence artificielle et ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Appseed. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit, ça fait 10 ans, moi, je suis dans la boutique. Alors, on a un planning assez dense pour ce soir. Comme j'ai dit, on peut ajuster sur les démos. On a essayé de s'orienter plutôt sur la pratique, beaucoup sur la pratique. Malgré tout, il faut donner des notions qui sont propres à chacun de ce framework et protocole. Donc on a un petit plan riche où Alexis va s'occuper de la partie ADK. On va vous présenter aussi la création d'un agent ADK. Vous verrez comme c'est très facile. On passera sur le Agent to Agent, qui est un protocole initié par Google, dont vous avez entendu parler sur la conf MCP la dernière fois. Et puis, on fera tout un tas de démos ensuite pendant cette conférence. Je te laisse la main. Ok, et bien c'est parti du coup. Donc on commence par un petit peu de théorie. Donc j'aime bien commencer par des citations souvent. Là, c'en est une de Sundar Pichai, qui est le CEO donc, de Google et d'Alphabet, qui nous dit du coup qu'ils sont en train de construire un écosystème IA agentique complet. Et là, on voit le succès de Google ADK, qui est donc un framework open source que je présente juste après. Mais on voit le succès parce qu'il y a déjà eu 1 million de downloads en moins de 4 mois. Donc Agent Development Kit, le framework de Google d'IA agentique, c'est un framework open source qui a été vraiment conçu pour le multi-agent, les systèmes multi-agents. Ça a été introduit à la Google Cloud Next 2025, donc c'était au mois d'avril de cette année, donc c'est tout récent. Et ça a été conçu donc pour bâtir des agents autonomes hiérarchiques. Je présenterai aussi ce que c'est que la hiérarchie dans les agents, et surtout coopérants pour les faire communiquer entre eux. C'est modèle agnostique, donc c'est-à-dire qu'on peut brancher n'importe quel modèle. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ne nous enferment pas du tout dans leur écosystème Google Cloud ou Gemini. Donc là, en l'occurrence, pour la conférence, on partira sur du Gemini, mais on pourrait très bien mettre du Claude Sonnet, du GPT ou autre. C'est deployment agnostique aussi, donc on peut le déployer n'importe où. Vous pouvez faire tous vos tests en local, le déployer sur Google Cloud. Ils ont un service qui s'appelle AI Engine, où on peut directement déployer tous nos agents et ensuite les faire communiquer entre eux, par exemple avec Agent to Agent. On peut aussi les déployer sur Vertex ou autre, ou sur n'importe quel environnement qui est conteneurisé. Alors, les systèmes multi-agents avec ADK, l'idée de cette section, c'est de comprendre ce que c'est qu'un système multi-agent, comment ça a été conçu dans ADK, on va vraiment faire un focus dessus. Le multi-agent, les systèmes, ça existe dans n'importe quel framework, même sans framework, on peut en faire. Mais là, on va faire le focus sur ADK et le concept fondamental de la hiérarchie d'agents, parce que c'est vraiment la colonne vertébrale du framework. Alors, le multi-agent, on est sur un système qui permet donc, comme son nom l'indique, de faire collaborer, coopérer plusieurs agents. Ça se divise en 3 idées. La première, c'est le contrôle décentralisé, donc on ne va pas avoir du tout de superviseur, d'un chef qui va dire tel agent fait ci, tel agent fait ça. Non, on va vraiment travailler de façon autonome et indépendante. Une perception locale, ça veut dire que les agents vont utiliser leur environnement immédiat et ils vont pas avoir l'environnement de tout le système multi-agents. Ils vont avoir uniquement leur environnement pour qu'ils puissent traiter leurs tâches plus petites. Et ensuite, ça va nous permettre, des systèmes comme ceux-là, de passer de règles simples à des résultats complexes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un agent qui fait beaucoup de choses et qui va échouer parce que ça devient trop compliqué, trop d'outils, trop d'appels, trop de raisonnements, on va découper en règles plus simples des petits agents spécialisés qui vont être appelés, qui vont faire le boulot entre eux comme une équipe,
pour nous donner un résultat plus ou moins complexe à la fin. Comme on va faire que de parler d'agent ce soir, c'est quand même intéressant qu'on pose une définition de ce qu'est un agent, parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait. La définition globale que tout le monde a acceptée, c'est de dire qu'un agent, c'était un LLM à qui on a donné un outil et de la mémoire, globalement. Voilà, ça c'est la définition qui a été globalement acceptée. On verra que ça peut aller un peu plus loin que ça, en tout cas dans le framework ADK, puisqu'on va avoir des types d'agents qui ne sont pas du tout liés à des LLM. Justement, ces types d'agents, les voici, ils se distinguent en 3 catégories dans le framework. Donc, ils héritent tous d'un base agent. Et on a les premiers, donc les LLM-based. Donc, c'est ceux qui sont reliés à un LLM. On va utiliser ces agents-là quand on veut avoir du raisonnement, quand on veut qu'un agent puisse appeler des outils de façon autonome, ou encore qu'il puisse transférer ou déléguer le boulot à un autre agent, à un sous-agent. On a les workflow agents que je détaillerai un petit peu plus juste après. On en a 3 pour l'instant qui sont les sequential agents, les parallel agents et les loop agents. Bon, les noms sont assez clairs. Ici, en l'occurrence, on n'a pas du tout de LLM. C'est vraiment pour orchestrer un workflow. Et le dernier, c'est le custom agent. Celui-là, il est bien parce que ça ouvre toutes les possibilités. Là, on peut vraiment revoir toute la logique de notre agent en implémentant directement toute notre logique avec du code. Hiérarchie d'agents. C'est comme ça que c'est designé dans ADK, c'est-à-dire qu'on a une relation de parent-enfant pour tous les agents, avec une spécificité, c'est qu'un enfant ne peut avoir qu'un seul parent. Ici, dans le premier, par exemple, on a l'agent racine, on a toujours un agent racine dans ADK, c'est là que la requête initiale va arriver et va être traitée. Et ensuite, on a des enfants qui lui sont assignés ou pas, qui sont en dessous, auxquels il va pouvoir déléguer le travail. Donc le premier workflow agent, comme je vous disais, je vais les détailler un petit peu plus. Le premier, c'est le sequential. Donc celui-là, il est utilisé pour chaîner des appels de sous-agents séquentiellement. Voilà, très simple. Le deuxième, c'est le parallel agent. Donc celui-ci, on l'utilise pour faire des appels parallèles. Ça peut être utile, par exemple, pour faire des appels à plusieurs API, pour ne pas perdre de temps à attendre que l'un arrive. On peut envoyer plusieurs agents travailler en même temps et agréger les résultats à la fin pour l'agent suivant, par exemple. Et le dernier, le loop agent, donc celui-ci, c'est un agent qui va boucler, il va exécuter séquentiellement tous ses sous-agents, pareil que le sequential, sauf qu'il bouclera, il reprendra du début tant qu'il n'aura pas atteint une condition de sortie. Ou alors qu'on aura atteint max iteration, on peut mettre un nombre d'itérations maximum dans le loop agent pour éviter qu'il parte en boucle infinie et qu'il ne s'arrête jamais. Pour donner un petit exemple, c'est on a un agent qui écrit des articles de blog, eh ben on peut lui mettre un loop agent avec un agent critique à la fin qui va dire est-ce qu'on a bien respecté le plan après avoir rédigé l'article, est-ce qu'on a bien tout respecté, est-ce que c'est ce que l'utilisateur avait demandé, machin. Si ça ne correspond pas totalement, la condition n'est pas remplie, on repart au début, on améliore. Voilà. Et après, dès qu'on atteint la condition de sortie, on passe à la suite. Ce qui est important aussi de noter là sur ces agents, c'est que l'ordre de déclaration dans lequel on va faire, c'est l'ordre dans lequel ils vont s'exécuter. Ça va être vraiment dans le même ordre. La loupe, là par exemple, si on a mis agent 1, 2, 3, 4 dans cet ordre, ils vont être exécutés dans cet ordre en boucle, avec une délégation complète. C'est la particularité un petit peu de ce framework ADK. Là. Exactement. Quand on passe à un agent enfant, il y a une délégation complète. C'est-à-dire c'est l'agent enfant qui répond, et c'est plus l'agent parent qui tient la main sur la tâche. Ça, c'est quand même une distinction importante par rapport aux autres frameworks où on essaie chaque agent a la main sur sa tâche et va continuer. Ouais, ça, je vais le détailler un petit peu plus après. Non, pas de souci. Donc, choisir le bon type d'agent. Ça, c'est juste une petite synthèse rapide de ce que je viens de dire avant, finalement. Les 3 catégories d'agents. L'agent LLM, il a donc un grand modèle de langage pour pouvoir raisonner, faire des choix, faire des actions, appeler des outils. L'agent de workflow, donc c'est vraiment pour contrôler le flux d'exécution. Et l'agent personnalisé, là, on fait un peu ce qu'on veut. On met notre code personnalisé pour que ça s'exécute exactement comme on le veut. Alors, les différents mécanismes de communication, comment en fait l'agent suivant va savoir ce qu'a fait l'agent d'avant ou autre, ou tout le système en général. En fait, ADK nous propose d'avoir un état de session partagé au sein de chaque agent, dans lequel n'importe quel agent peut écrire dans un dictionnaire. Donc c'est juste un dictionnaire dans lequel un agent peut mettre son output dans une variable, dans un dictionnaire. Celui d'après pourrait y accéder directement en lecture. Autre mécanisme de communication, c'est le transfert d'agent. Justement, c'est ce que disait Jérémy, l'agent parent va être ici délégateur. Il va raisonner lui-même avec son LLM pour savoir s'il doit transférer à un agent enfant. Si c'est le cas, il donne tout le travail à faire à l'agent enfant et à ce moment-là, c'est lui qui répondra à l'utilisateur final. Ça ne va pas revenir à l'agent parent pour que l'agent parent puisse répondre. On verra qu'il y a une petite spécificité sur le slide d'après.
Et donc il appelle juste une fonction transfer to agent avec le nom de l'agent. Et ça, c'est complètement masqué pour nous en tant que développeurs, c'est sous le capot, quoi. C'est cette spécificité, l'invocation explicite, c'est qu'on peut voir aussi un sous-agent comme étant un tool. Et ça, c'est génial parce que on peut appeler, au lieu de déléguer complètement le travail, on peut utiliser un sous-agent pour qu'il fasse une tâche et qu'il nous retourne le résultat. Et que le résultat soit traité dans l'agent parent. Une petite comparaison de quand utiliser des agents as tool ou des sous-agents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui reste aux commandes. Bah là, c'est l'agent principal pour l'agent as tool. Et pour le sous-agent, c'est le sous-agent qui répondra à l'utilisateur. Donc là, on pourrait imaginer l'agent as tool comme un consultant qu'on va dans une entreprise qu'on va prendre, qui va nous faire un travail, qui va nous le rendre, et après on en fait ce qu'on veut. Alors que l'autre, on délègue vraiment, c'est comme si on était dans une réunion et qu'on disait à un collègue qui est plus spécialisé de prendre le relais pour continuer la discussion ou des choses comme ça. Là, j'ai mis un tout petit exemple pour montrer la simplicité que c'est de déclarer un agent, d'utiliser un agent dans ce framework, mais après on vous montrera comment le mettre en place vraiment dans le live coding. Mais c'est assez simple. Donc on a 3 attributs principaux qui sont le modèle. Donc ici on met ce qu'on veut, le nom du modèle exact, il sera reconnu directement. Si je mets Claude Sonnet ici, ça marchera avec Claude Sonnet. Le nom de l'agent, donc ça c'est ce qui va permettre à la fonction transfer to agent de fonctionner avec la description, puisque là c'est la description qui est très importante, c'est que chaque agent a sa description, c'est comme si c'était sa carte d'identité qu'on donne à l'agent parent, et on lui dit bah voilà, cet agent il sert à ça. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir transférer ou non. Il faut qu'il sache ce que c'est faire le sous-agent avant de pouvoir lui déléguer. Donc là, par exemple, c'est un agent très simple qui répond aux questions d'utilisateur sur la capitale d'un pays donné. Donc si je demande la capitale d'un pays, il est censé me donner la capitale. On peut lui rajouter ensuite des instructions. Là, ici, je suis parti sur un LLM Agent, hein, l'agent basique, pas de workflow, ça on verra plus tard. Mais du coup, on peut lui rajouter des instructions. C'est le prompt system, on va lui dire quelle est ta tâche, quel est l'objectif que tu dois atteindre. Et donc là, bon, il y a plein de bonnes pratiques de prompting, etc. Là, on a fait quelque chose de très simple, mais il y a le context engineering, le prompt engineering, il y a énormément de sujets là-dessus. On en a déjà parlé d'ailleurs dans d'autres conférences du GDG. Et donc là, par exemple, on lui donne les instructions, qu'est-ce qu'il va devoir faire. Donc identifier déjà le nom du pays dans la question d'utilisateur, ça c'est très basique, et on peut lui dire d'appeler un outil. En fait, dans le prompt, c'est conseillé, dans la doc d'ADK, de dire à l'agent quand est-ce qu'il doit appeler les outils, et pas de le laisser se débrouiller. Donc là, on lui dit d'appeler getCapitalCity, qui est une fonction qu'on va créer juste après, pour trouver une capitale. Et ensuite, une réponse avec un exemple. Ça, c'est l'agent, donc c'est le dernier slide de code là-dessus, et on aura notre agent complet. Donc c'est notre fonction, ça c'est un tool qu'on va donner à l'agent directement, on va lui dire tu peux appeler cette fonction, il va connaître les paramètres. Bon, l'idée c'est quand même de détailler un petit peu plus le docstring qui est en dessous pour qu'il comprenne vraiment, grâce à la doc de notre fonction, ce qu'il doit mettre dans chaque paramètre, etc. Et ici on aurait une logique par exemple pour chercher des capitales sur un pays avec un appel à une API ou autre. On a juste à donner à l'agent en dessous une liste de fonctions qu'il va pouvoir utiliser, et il va se débrouiller avec. Donc là, l'idée, c'est de créer du coup cet agent Airbnb. Le but, c'est d'avoir un agent qu'on utilisera plus tard pour faire une tâche plus complexe. Donc on va utiliser un MCP tool pour ça. Donc c'est des serveurs MCP. On peut en utiliser des déjà existants ou on peut nous-mêmes faire les nôtres pour exposer des fonctions très simplement à un LLM. Donc, en fait, on crée notre serveur MCP. Là, on va utiliser un open source de Airbnb. Mais sinon, on peut créer un serveur MCP, lui exposer exactement comme on l'a fait des tools. Et c'est des tools qu'on va pouvoir appeler à distance via un serveur. Il y a un truc qui est très très bien fait, je fais le commentateur en Ouais. même temps du coup que tu codes. Il y a un truc qui est très très bien fait dans Google ADK, c'est qu'on a le MCP toolset qui permet de déclarer très facilement un MCP tool. En fonction des frameworks, si vous avez l'habitude d'utiliser des frameworks qui font du MCP, il y a toujours des paramètres à déclarer, des serveurs à lancer, ce genre de choses. Ouais. Le MCP toolset, du coup, qu'on peut déclarer là, il permet très facilement de créer ce MCP tool. On s'est dit ce soir, c'est sympa de partir en vacances, de réserver un Airbnb, et donc on s'est dit qu'on ferait un scénario autour de ça. On peut initialiser directement MCP Toolset, ça c'est une classe qui est directement dans ADK, pour nous permettre de pointer vers un serveur MCP, que ce soit une URL ou directement des paramètres. Hop. Donc là on peut le mettre, voilà, nickel, je gagne du temps. C'est comme ça que ça se déclare, donc on a plusieurs types de serveurs. Le STD, le Standard Input Output, ça va être plus simple. On a aussi le SSE, Streaming HTTP aussi. Ouais. On a plusieurs. C'est globalement Voilà. les standards sur lesquels on communique avec les MCP. Ouais. Là, vu qu'on veut le lancer en local, juste pour un usage simple, ça marche bien comme ça. Si on voulait le rendre disponible globalement ou en tant que service ailleurs, on pourrait le sortir en SSE ou en HTTP.
Tout à fait. Et puis, si on fait notre propre serveur MCP, on peut implémenter directement. Il y a FastMCP, par exemple, qui est une lib Python qui permet de faire ça. Je ne l'ai pas dit, mais du coup, ADK, c'est disponible sous Python et sous Java pour l'instant uniquement. Juste petite parenthèse. Mais du coup, on a FastMCP qui nous permet de créer des serveurs MCP très facilement, comme si on était en train de créer une API avec FastAPI. Et puis, on peut la déployer et l'utiliser exactement comme ça. En fait, on va juste remplacer les paramètres par une URL. On peut mettre les headers avec les autorisations et tout ça pour pouvoir s'y connecter. Et quand on a un serveur MCP, il y a une première requête qui part et qui revient avec la liste des tools disponibles pour que l'agent sache quel tool il a à sa disposition. Voilà, donc une fois qu'on a déclaré le toolset, on va pouvoir directement déclarer l'agent. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait juste avant sur les slides. Donc, c'est lui donner un modèle. Ici, on va partir sur Gemini 2.5 Flash. Ici, on peut mettre LLM Agent ou Agent, c'est pareil. C'est l'agent de base, donc il y a un raccourci Agent. Le nom de l'agent, la description. Donc là, on lui dit que c'est un assistant qui va permettre d'interagir avec le site Airbnb et de lister tous les logements disponibles. Et les instructions qui va devoir aider à lister, justement, on lui répète ça dans les instructions système. Et on lui donne les tools ici, on lui donne les tools qu'on a déclarés là-haut, le MCP toolset. On pourrait mettre un MCP toolset, on pourrait mettre des tools internes, on pourrait combiner pas mal de tools. Et une petite subtilité sur ADK, c'est que pour qu'un agent s'exporte et qu'on le démarre avec le tool qu'on va montrer ADK Web, il faut que notre agent, ça ne s'appelle pas Airbnb Agent, mais qui s'appelle Root Agent, exactement Root Agent, et que son nom soit exactement Root Agent. Donc là, tu vas être obligé de le modifier pour pouvoir... On va le mettre là. Ouais. S'il ne s'appelle pas Root Agent, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas, ouais. Il faut toujours un point d'entrée. Donc là, ça nous a lancé directement un serveur ADK Web. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, c'est génial pour le développement. Donc ici, si on avait plusieurs agents dans notre système, on pourrait les sélectionner ici pour les tester. C'est une interface conversationnelle simple, j'en ai pas parlé, mais on a tout le système de session qui est géré. J'ai parlé de l'état de session partagé. En fait, cet état, il est lié à une session qu'on peut créer directement. On a plusieurs types de services de session. On a le in-memory session service. Pour prototyper, c'est génial. Par contre, si on arrête le serveur, il n'y a plus du tout de session. On peut utiliser une base de données ou directement Vertex AI pour s'occuper, déléguer complètement la gestion des sessions. Ça s'apparente à une conversation. Voilà. Et donc là, je pourrais lui dire directement de nous trouver Tokyo, par exemple. Donc là, il résonne. On voit directement ici qu'il a fait un appel à notre tool Airbnb Search, donc le tool qui est directement dans la MCP. Et si on clique dessus, ici on a le détail où on voit directement les events, qu'on a un streaming d'events à la fin pour avoir le résultat. Le premier event, c'est ici un appel à Airbnb Search. Du coup, c'est notre agent qui a décidé d'appeler ce tool. Ensuite, on a eu le résultat du tool. Et ensuite, ici, c'est bien l'agent qui a traité la réponse et qui a généré la réponse ci-dessous. Ici, il m'a proposé directement des Airbnb à Tokyo. Voilà, en utilisant le MCP. En quelques, je dirais, 10 lignes de code, on a fait un agent qui est déjà branché à MCP. Mais ensuite, on va utiliser cet agent, et ça, je laisserai Jérémy le faire, utiliser cet agent directement pour le brancher à d'autres agents et un agent d'orchestration derrière qui va nous donner un système plus complexe et ça va être un peu plus sympa. Donc on a vu avec ADK qu'on avait un framework hyper simple pour nous sortir des agents en quelques lignes de code. Et ça, c'est plutôt bien, parce que j'avoue qu'en fonction des différents frameworks, on peut avoir plus ou moins de difficultés à produire des agents. Certains sont plus bas niveau, d'autres plus haut niveau. Je trouve que ça rend très accessible la création d'agents, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est de répondre à une problématique et pas aller mettre la main dans le cambouis pour produire un agent, quand on cherche à répondre à une problématique. Et donc, comme on est dans le monde réel, en fait, il se trouve que des technologies, on en a plein, dans les entreprises, on en a plein, et qu'en général, quand on commence un sujet nouveau comme celui de l'IA, il n'y a pas de gouvernance, et donc on se retrouve à un moment donné où on regarde un petit peu ce qu'on a fait ces dernières années, et puis on s'aperçoit qu'on a 10 technologies différentes qui font des choses intéressantes, toutes, mais à faire fonctionner ensemble, c'est hyper compliqué. Et donc, c'est là où Google est arrivé avec son idée de agent to agent. Alors,
avant d'en arriver à la définition concrète de ce qu'est agent to agent, ce qu'on a vu, c'est que depuis 2017, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, il y a plein de sorties de fonctionnalités. Ce qu'on voit, la dernière nouveauté avant agent to agent, c'était la sortie du MCP, on cherche à faire des standards, tout ça. Et comme je l'ai dit, en fait, la problématique qu'on a, c'est que une fois qu'on a fait des agents, ah, c'est pas très grand, je vais peut-être zoomer un petit peu, pardon. Hop. Bon, c'est pas grave. Désolé, je vais le faire à l'oral, c'est pas grave. Une fois qu'on a créé nos agents et qu'on a branché nos MCP comme on vient de le faire, la problématique à laquelle on arrive, c'est que, voilà, comme je disais, on peut avoir plein de technologies en parallèle, et quand on a un métier, pour les gens qui ont une équipe métier, ou quand on a nos clients qui nous demandent de faire fonctionner toutes nos fonctionnalités ensemble, on arrive dans ce scénario où on a un assistant IA qui doit adresser plein d'assistants IA, et donc on se retrouve dans une galère où on doit faire cohabiter plein de technologies en même temps, où il faut créer des wrappers sur tout, où il faut faire en sorte que toutes les technologies cohabitent. Donc un LangChain ne fonctionne pas forcément comme un ADK, comme un CrewAI, comme tout ça. Et comme il ne s'agit pas de vexer les développeurs en leur imposant une technologie cible non plus, eh bien, il fallait trouver une solution. Donc, comme je disais, c'est là où Google arrive avec son agent to agent. Alors, pour vous faire un petit peu l'histoire, après la sortie du MCP par Anthropic, Google s'est retrouvé un petit peu vexé de ne pas avoir été le premier sur une standardisation. Ils se sont dit, attendez, bougez pas, on va produire un standard pour la communication interagent, et on va prendre tous les acteurs majoritaires du marché, et on va les faire contribuer à ce standard en disant, de facto, c'est un standard, puisqu'il y a tout le monde derrière nous. Donc, si vous regardez la liste à la sortie des entreprises qui étaient derrière Agent to Agent, vous verrez qu'il y avait 120 grosses entreprises, où là, ça impose le standard de fait. Donc, c'est un petit peu la revanche de Google là-dessus. Et après avoir sorti ce standard de fait, ils ont dit, maintenant qu'on est arrivé les premiers là-dessus, c'est cadeau, c'est pour la fondation Linux. Voilà. Donc, ils sont arrivés grands seigneurs, ils ont livré le truc en disant, voilà, standard de communication pour vos agents. Donc, l'idée avec ce standard, c'est ce standard en devenir. En fait, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment standard tant qu'il n'est pas majoritairement adopté, même s'il y a beaucoup d'entreprises derrière. L'idée, c'était d'abstraire le framework agentique qui pouvait être derrière une fonctionnalité en particulier. L'idée, c'est vraiment de descendre au niveau protocole, et d'ailleurs, on le verra, c'est juste un protocole. J'étais très surpris, je pensais que c'était beaucoup plus mature que ça, mais c'est juste un protocole. L'idée, c'est vraiment de standardiser le flux d'échange entre agents, pour garantir que tout va être interopérable et qu'on va pouvoir gérer à peu près tous les formats de texte, de fichiers, tous les formats possibles et imaginables que pourraient s'échanger des agents. La problématique que voyait Google aussi, il y a un blog post qui est très bien fait là-dessus, qui s'appelle « Agents are not tools ». La problématique que voyait Google, c'est qu'avant Agent to Agent, faire communiquer des agents ensemble, comme je disais, c'est faire des wrappers autour, les packager comme des tools, et du coup, restreindre finalement le potentiel d'un agent, alors qu'un agent, ça peut communiquer avec un autre agent sous format langage naturel, encore aujourd'hui, et arriver à des résultats qui sont potentiellement plus intéressants que si on le restreignait à une fonctionnalité. Et puis, on voit que les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Alexis parlait des systèmes multi-agents. Donc, on va faire collaborer plusieurs agents avec des relations plus ou moins hiérarchisées. L'idée de agent to agent, c'est encore une fois de rendre possible cette orchestration, peu importe la technologie qu'il y a derrière. Et j'ai volontairement dans la démo produit un agent LangChain qui va travailler en parallèle d'un agent ADK. On verra ça pour des différentes démos. Donc l'idée de Google, c'était de dire ça. Je veux que quand mon client il adresse un LLM, un client, derrière, je m'en fiche complètement de combien il y a d'agents et de comment ils fonctionnent entre eux. C'est vraiment ça l'idée. Et surtout, il cherche à résoudre la problématique, comme je disais, de l'interopérabilité et de la communication entre agents. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail des différents concepts autour d'agent to agent, comment ils ont résolu ce problème de communiquer entre agents, de standardiser ce flux d'échange. Mais l'idée, c'était de dire, on a une interface, et peu importe ce qu'il y a derrière comme technologie, ça communiquera toujours de la même façon. Donc, ils n'ont pas réinventé la roue, ils sont partis sur des technologies qui existent. Alors, les standards qu'il y a derrière, c'est JSON RPC, c'est SSE pour les communications asynchrones, et c'est de la requête HTTP plutôt classique pour envoyer un message entre agents.
Toujours dans l'esprit de ne pas réinventer la roue, mais de garder l'outil, le protocole prêt pour les usages entreprises, ils ont intégré de facto le système d'authentification dans le protocole. Donc ça, c'est plutôt intéressant, puisque du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir bénéficier de tout ce qui est OAuth déjà préconfiguré dans l'entreprise, l'apporter sur notre protocole de communication et faire en sorte que donc, quand je vais adresser un agent, je puisse être authentifié au moment où je vais adresser mon agent. Ça, c'est quand même une problématique qu'on devait gérer pour chaque framework en middleware. Donc là, ils ont proposé directement l'encapsulation de ça. Ce qui est intéressant, c'est le protocole, il est asynchrone de base. Alors, évidemment, on a l'habitude des chats GPT et autres qui répondent immédiatement à une tâche sans trop nous laisser attendre. On voit bien que l'avenir est plutôt orienté sur des tâches qui vont durer plusieurs jours potentiellement. Donc ce protocole propose de mettre en attente justement les communications au travers de ce protocole qui est standardisé sur la communication entre les agents dans le cas de tâches longues. On va rentrer dans le détail après. Indépendant de la modalité, donc là l'idée c'est de dire on peut traiter du texte comme des images, comme tout le reste, sous un format standardisé. Et quand même, alors ça c'est important parce que alors j'ai lu absolument toute la doc pour être renseigné sur le sujet. On voit que partout, ils mettent en avant le fait que les agents doivent être complètement opaques. C'est-à-dire que le protocole ne doit pas avoir conscience de la mécanique de l'agent. L'agent ne doit pas exposer sa logique pour des raisons de sécurité. Et donc, vous verrez ensuite, on va renseigner une fiche de connaissance de nos agents, mais par contre, derrière la mécanique, on s'en fiche complètement. C'est vraiment l'idée d'abstraire ce qui se passe derrière. On pourrait assimiler finalement ce agent-to-agent à un proxy. Un proxy web. Donc on peut avoir, on adresse le proxy, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Ça nous retourne la réponse qu'on attendait. C'est globalement ça. En tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en utilisant agent-to-agent. C'est globalement, c'est un proxy. Et donc c'est quand même intéressant de savoir où est-ce qu'il se situe ce agent-to-agent, parce qu'on pourrait se dire, MCP c'est peut-être un peu la même chose ou pas. Bon, évidemment, MCP c'est plus pour les outils. On est sur une approche plus orientée méthode, si on pouvait l'assimiler à des SOAP ou autres qui faisaient un peu ce genre de choses, exposer des méthodes avec des paramètres qu'on attend en entrée. Plus pour l'usage IA. On a ADK qui est orchestrateur un petit peu de tout ça. Et donc, finalement, agent-to-agent, comme je disais, c'est un protocole, c'est là où on est bas niveau communication. On n'est vraiment pas sur des choses très engageantes au niveau software. C'est vraiment un standard pour communiquer. Globalement, dans la réalité, ce qu'on veut, c'est ça. C'est d'avoir nos deux agents qui fonctionnent selon des frameworks, peu importe. Alors, je ne vous cache pas qu'agent-to-agent est très bien intégré dans ADK, évidemment, puisque c'est Google. Vous verrez, je ferai une démo là-dessus, où je packagerai l'agent d'Alexis en agent-to-agent en une ligne. Voilà. Mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est d'avoir au milieu notre protocole de communication avec un agent qui potentiellement est un agent orchestrateur, qui va déléguer des tâches à d'autres agents. Tout ça en bénéficiant des mêmes mécaniques qu'on a dans notre framework, mais sans se soucier de quel autre framework serait derrière. C'est vraiment l'idée de couper le lien, de ne pas savoir ce qu'il y a derrière et de quand même fonctionner de la bonne façon. Donc les concepts clés qui vont être derrière, donc là c'est plus comment on va utiliser le framework, pas le framework, le protocole, pardon. On va avoir l'agent card, donc Alexis en parlait tout à l'heure, les cartes de visite qu'on a sur ADK. Le principe est généralisé sur le protocole. D'ailleurs, il y a beaucoup de ponts qui peuvent être faits entre ADK et agent-to-agent. Google sont arrivés avec un standard, c'est leur standard quand même, c'est le standard de leur framework d'agent, capitalisé sur ce qui savait fonctionner. Donc la carte, l'agent card, on va en créer, je vais vous montrer. Globalement, ça renseigne ce que sait faire l'agent, l'agent qu'on est en train de proxifier finalement. La task, on va rentrer dans le détail après de ce que c'est ce qui permet de traiter dans la durée une tâche. Le message, donc là c'est plus en échange temps réel, on envoie un message, on attend une réponse immédiate. Le part, c'est le moyen d'abstraire les différentes modalités. Je rentrerai dans le détail ensuite. Et puis l'artefact, c'est dans le cadre d'une task, un livrable. On peut en avoir plusieurs par task. Ce qu'on attend dans un scénario type, et on va faire toutes les étapes en live code. Dans un scénario de type, on s'attend à ce qu'un agent soit en capacité de découvrir les autres agents, et peu importe où il se trouve. Qu'ensuite, une fois qu'on a découvert ces agents, qu'on puisse leur envoyer des messages pour traiter des tâches,
Et puis ensuite, il y a une communication entre les deux pour répondre à une demande de l'utilisateur. Donc on va commencer par la carte de visite, et après je ferai un peu de code. La carte de visite, ce qu'il va y avoir dedans, globalement, c'est déjà l'identité de l'agent, comment il s'appelle, parce que ça va être utile dans le cas de scénario d'orchestration. Encore une fois, agent to agent ne fait pas de wrapper d'agent. Donc tout ce qui est orchestration, c'est à notre main. Voilà. Ça veut dire que si on veut un système multi-agent orchestré au travers d'un agent to agent, il va nous falloir un agent orchestrateur qui va récupérer toutes les identités de tous les agents qui sont dans le agent to agent, et puis lui dire, pour cette cinématique, quel agent il faut que je sélectionne. On montrera tout ça après. Le endpoint, ça c'est intéressant parce que du coup, dans notre carte de visite, on va directement dire où est-ce que l'agent il est adressable. Alors évidemment, quand on est en dev, on va avoir notre URL en dur ici, et puis il faut connaître l'URL pour résolver la carte. Bon, c'est pas un cas d'usage entreprise. Le cas d'usage entreprise, ce serait plutôt, j'ai un répertoire avec tous mes agents. Chacun de mes agents s'enregistre auprès de ce répertoire, et du coup, on est un peu en mode service de discovery. Les services qui veulent appeler un agent, ils viennent appeler ce répertoire, et puis ils regardent tout ce qui est dispo, et puis ensuite on peut faire la recherche sémantique, etc. sur la liste des agents, en fonction de ce qu'on veut, mais en tout cas l'usage entreprise, il est plutôt là. Ce qui va être important de renseigner, donc, c'est les capacités, aussi s'il y a des mécaniques d'authentification, parce que dans le protocole, on va s'assurer que les mécaniques d'authentification sont bien respectées. Et puis les compétences, alors ce qu'on appelle les skills dans le framework, c'est simplement si on va être sur un agent qui fait du streaming, si c'est un agent qui répond en temps réel, on va répondre globalement avec ça. Je vais vous montrer ça en démo. Dans l'idée, une fois qu'on a configuré notre carte de visite, elle est disponible sur une URL qui est standardisée, c'est une URL well-known, comme on a sur les OpenID Connect par exemple. Donc, comme je disais, on peut faire des registres centralisés. On peut faire des mécaniques de discovery qui sont un peu différentes en fonction de notre cas d'usage. Là, pour notre démo, on aura les URL, on les rentrera dans le système qui veut appeler, et c'est tout. Voilà, on avait déjà beaucoup de choses à dire. On ne pouvait pas avoir absolument toutes les possibilités en live code. Voilà, et puis après, il y a tout ce qui est protocole classique de chiffrement au-dessus de flux réseau, donc on peut mettre du MTLS, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a à dispo. En tout cas, l'idée c'était, de la part de Google, de dire, on est sur des protocoles standards, donc vous retrouvez tout ce qu'il y a en standard, c'est juste qu'on a mis un formalisme sur la communication interagent, tout le reste, ça reste comme d'habitude. Allez, on va partir sur un petit peu de code. Wow, c'est hyper pas spacieux du tout. Alors, comme je disais, on a un agent qu'on a créé, un agent LangChain. Alors, pour le coup, on n'a pas fait que du Google. Là, j'ai utilisé Nebius AI, qui est une plateforme européenne de LLM as a service, qui est très bien, qui coûte pas cher. Donc là, j'ai un agent LangChain auquel j'ai donné le modèle Kimika 2 pour travailler. Et à cet agent, je vais donner un tool qui est le tool Serper pour faire de la Google Search. Voilà. Après, mon agent, je peux l'invoquer. Là, c'est du LangChain relativement standard, comme on peut retrouver dans la doc. C'est un des cas d'usage les plus simples de LangChain. C'est-à-dire qu'on va déclarer un agent avec un modèle, et c'est tout. LangChain package toute la logique de création d'agents. Ce sont des agents qui suivent le pattern React, donc qui fait observation, prise de décision, action, et puis réobservation, etc. en boucle comme ça. Donc là, encore une fois, comme avec ADK, on a déclaré un modèle, on a créé un agent, c'est très simple. Par contre, on est sur une technologie qui n'est pas ADK, donc il va falloir faire fonctionner tout ce petit monde ensemble. On va commencer par créer sa carte de visite, pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on a le well-known qui est déjà tout prêt. Alors là, pour l'instant, je ne vais pas brancher mon agent avec la carte de visite, je vais juste créer cette carte de visite pour commencer. Donc, sur la carte de visite, c'est pratique, il fait l'autocomplétion tout seul, presque tout seul. Sur la carte de visite, ce que je vais vouloir renseigner, c'est déjà les capacités, les skills de mon agent. Donc, m'embête pas toi. Les skills de mon agent, c'est ce qui va permettre à mon agent orchestrateur, par exemple, d'être au courant de ce qui est capable de faire mon agent
LangChain, là en l'occurrence. Toc. Donc là, on va voir ce premier élément-là. Les capabilities, c'est les fameuses streaming, non-streaming, etc. Donc là, c'est dire, pareil, communiquer à l'extérieur si mon agent il va être en capacité de faire des tâches asynchrones ou de faire du messaging en temps réel. Là, j'ai plutôt pris le choix de faire des tâches asynchrones puisqu'on a un agent React qui peut prendre du temps sur plusieurs itérations. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé, dans mes capabilities, de mettre un streaming à true. Ça va permettre, dans le protocole, de dire ce que je vais retourner, ça va être une task et pas un message. Voilà. C'est quoi le F au début de l'URL? Ah, là, c'est du Python, c'est pour le format. C'est pour dire que je vais pouvoir mettre des variables dedans, dans ma chaîne de caractères. Et alors, attends, parce que je ne sais plus ce que j'avais mis comme variable là-dessus. Je prends mes petites notes de mauvais élèves. Parce que, en fait, ce paramètre n'existe pas, tout simplement. Voilà. Voilà. Et donc, l'idée dans ces skills, hein, c'est de dire ce qu'on est capable de faire. Bon, avec des tags, etc. Bon, là, c'est pas très intelligent en réalité. Les tags, c'est utile quand on a un répertoire d'entreprise. Ça permet de dire, bon, bah, je vais chercher par thématique mes agents, je vais chercher par ceci, par cela. Là, on n'en a pas vraiment besoin. Donner quelques exemples, c'est des exemples d'usage. Donc, encore une fois, on verra dans le well-known que ça peut être communiqué à l'agent orchestrateur pour savoir quand est-ce qu'il faut appeler ou pas cet agent. Hop, ensuite, on va déclarer notre agent card. Donc, c'est celle qui va être visible. C'est vraiment très pratique. C'est elle qui va être visible de l'extérieur, où on va rappeler à quelle URL on va pouvoir contacter notre agent, le nom, petite description. En fait, la façon dont ça se découpe, c'est on a l'agent card qui va définir ce que notre serveur d'agent il fait, et puis après, chaque skill qui peut être adressé de manière unitaire. Donc notre agent, il peut avoir plein de skills, il peut faire plein de choses. Donc, par exemple, je peux avoir un skill qui est dédié sur la recherche des capitales, comme disait tout à l'heure Alexis. Ça peut être recherche web large. Là, je fais une recherche web plutôt large. J'ai mis un seul cas, mais on pourrait imaginer beaucoup plus de choses. Ce qu'il est important ensuite de déclarer, alors on est vraiment sur les valeurs par défaut pour l'instant, c'est de proposer un routeur. Alors, là, on est sur les défauts. Donc, le default request handler, il va prendre la requête qui vient au travers d'agent to agent et il va la router vers le bon skill set, la bonne agent card. Le truc, c'est que là, comme on a un seul agent, un seul exécuteur d'agent, on va pas faire de routage. Ça va aller tout le temps à lui. Il n'y a pas de routage intelligent. On pourrait avoir un request handler qui est plus intelligent, qui puisse faire du routage entre plusieurs agents. Là, c'est pas le cas. Enfin, pour cette démo-là, on n'en avait pas besoin. Donc, alors je vous détaillerai l'agent executor après, je vous expliquerai sa fonction. Là, l'idée, c'est surtout de vous montrer que ce qu'on fait globalement, c'est qu'on déclare un serveur web dans lequel on va exposer un JSON à un port donné. Donc là, le A2A Starlet Application, c'est un packaging de serveur web proposé par agent to agent qui permet d'exposer donc une agent card et de proposer le request handler pour répondre à des requêtes JSON RPC. Hop, je vais démarrer le serveur. Là, c'est en tout petit, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de regarder ce qu'il y a dessus. Donc, hop, start. Si je ne mets pas le point slash, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais démarrer mon serveur qui ne marche pas, évidemment, sinon c'est pas drôle. ID, je veux bien ID, évidemment, sur mon skill. Et oui. Et non, pas toi. Hop, on l'a refait, on n'a rien vu. Voilà, bon. Ce qui se passe du coup à ce moment-là, c'est que je vais récupérer une agent card. Alors je vais zoomer, parce que sinon on voit rien. Voilà. Je vais récupérer une agent card. Donc là, je suis allé sur l'URL localhost 9999, là où j'ai exposé mon agent, /.wellknown /agentcard.json. Le principe, donc côté serveur, côté agent qu'on veut exposer, c'est de dire, bon, j'ai déclaré ma carte de visite, dans mon serveur, j'ai tel agent qui fait telle chose. Donc là, on retrouve ce que j'ai déclaré, hein, donc les capabilities streaming true, les input, output mode, donc là, je vais accueillir que du texte, parce que c'est une web search, donc je peux déclarer ça, après je peux dire que c'est une image, je peux dire que c'est n'importe quoi d'autre. Alors, pas n'importe quoi d'autre, mais dans les standards, en tout cas.
Et puis après, je vais avoir la description de mon agent, le protocole JSON RPC qui est utilisé, et après, les skills que je vais exposer. Donc c'est recherche web et autres, si on en a d'autres. Donc là, j'ai fait une chose simple en termes de code, c'est que j'ai, en quelques lignes, déclaré une carte de visite. L'idée, c'est de dire au monde entier, dans mon serveur, il y a un agent qui fait ça. Pour l'instant, on en est là. Donc ça, c'est le premier niveau de agent to agent, c'est de donner à tout le monde la possibilité de voir quels sont les agents implémentés. Donc on est au premier niveau. On est au niveau tout en haut qui va nous permettre, sur les clients, de faire du discovery. Alors agent to agent, globalement, ça fonctionne avec plein de serveurs. Un serveur égale un agent ou un set d'agents en fonction du request handler qu'on a, et un client. Donc le client, ça peut être un agent, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une application web, ça peut être n'importe quoi. On n'est pas obligé d'avoir un agent qui est un client. D'ailleurs, je le montrerai en démo ensuite. Ça peut être juste un usage qui appelle des agents. Donc ça, je l'ai mentionné, les fonctionnalités entreprise, c'est tout ce qui est chiffrement. Alors, en prod, ils obligent le protocole HTTPS pour la communication. Voilà. Intéressant quand même. Alors, comment on fait en sorte que notre agent il s'exécute après ça? Alors, là, Google, ils n'ont pas eu envie de s'embêter à implémenter des wrappers pour tout le monde, pour tous les frameworks du marché. Ils sont plutôt dit, on va ouvrir le truc en faisant une interface adapteur. Et cet adapteur, c'est ce qu'ils appellent le Agent Executor. Donc ça, c'est disponible. Alors, Agent to Agent, je ne l'ai pas précisé, mais c'est disponible en JS, Python, .NET, Java. Puis, je n'ai pas la liste complète en tête, mais ça commence à être bien supporté. Donc, l'exécuteur, c'est simplement une interface qu'on doit implémenter pour dire comment va se comporter mon agent derrière. Enfin, comment va répondre mon agent à un appel JSON RPC qui vient au travers du protocole Agent to Agent. Donc dedans, je vais retrouver un execute. Dans mon execute, si je reprends mon cas de mon agent LangChain, il va se passer juste une invocation de mon agent LangChain. Cancel, ça permet de arrêter les tâches longues, par exemple. Évidemment, sur un messaging, ce n'est pas forcément très utile. Et donc, ce qu'on va retrouver dans l'execute, c'est le contexte, donc la requête utilisateur qui était faite, mais aussi les tasks précédentes si on est sur une succession de tâches longues. Et en deuxième paramètre, on va retrouver l'event queue. Donc, c'est vraiment là où on va répondre. C'est par ce biais-là qu'on va répondre à notre client, qui n'est pas forcément un agent, encore une fois, au travers soit du protocole SSE, soit après HTTP si on fait une réponse en mode message. Et donc, ce qu'on peut, au travers de cet event queue transférer, donc c'est des messages, des tasks, des updates de tasks, parce que dans Agent to Agent, il y a un contrat entre client et serveur qui dit que une tâche, quand elle est déclarée, doit recevoir des updates tous les X temps pour être considérée comme étant running encore. Voilà. Après, ça nous définir la limite. Ça m'a posé quelques problèmes d'ailleurs, puisque j'avais un agent un petit peu long à répondre et j'étais time out, donc la tâche était considérée comme annulée. Un peu dommage. Mais il faut le savoir. Il faut lire toute la doc pour ça. Et donc l'agent peut, comme je disais, peut répondre de deux façons avec un message qui est stateless. On appelle une fois, on répond une fois, terminé, on oublie tout, on n'a pas de persistance de l'état. Ou alors répondre avec des tasks. Et là, on est plutôt sur un temps long. La task va avoir un ID. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une task est immutable. On ne peut pas rejouer une task, on ne peut pas la modifier en cours de route. Par contre, elle peut avoir plusieurs artefacts. Voilà. Une task, c'est complètement immutable. Ça permet de gérer du versionning, d'avoir un historique. Et donc, une tâche ou un ensemble de tâches vont toutes être attachées à ce qu'ils appellent un contexte, donc un context ID qui va packager toutes les tasks. Je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais j'ai mis un in-memory task persistance ou je ne sais plus quoi, comment s'appelle la classe, pour dire que moi je ne stocke pas dans une base de données. Hein. Évidemment, il y a l'implémentation pour toutes les bases. On peut stocker des tâches sur le très long terme dans des bases de données, avec tout ce qui est versionning associé évidemment. Et donc les agents, les types d'agents qu'on va pouvoir retrouver derrière la communication agent to agent, c'est, comme j'ai dit, message, tâche, mais il y a aussi un mode hybride, où on est vraiment dans un mode discovery complet, on est sur une découverte dans un catalogue, et notre agent orchestrateur va rentrer dans une discussion avec l'agent orchestré. Le mode hybride, c'est je peux envoyer un message pour discuter des capacités de l'agent, et puis ensuite déclencher une task. Bon, voilà, ça c'est ce qu'ils appellent le mode hybride. C'est pas très clair dans la doc encore. C'est une possibilité qu'ils ont vue, mais en tout cas,
ça fait partie des modes dans lesquels on peut se positionner. Les déclarations, c'est toujours les mêmes, c'est streaming true, et puis voilà. Donc voilà, ça c'est le blabla que je viens de vous faire. Context ID, Task ID, ça permet de gérer de la persistance sur un ensemble de tâches. Les tâches sont immutables. Les tâches sont asynchrones, obligatoirement. Elles sont faites pour ça. Donc, quand on déclare une tâche, on va s'attendre à avoir des updates réguliers. Et on va s'attendre à ce que la task soit fermée à la fin, avec, dans l'idéal, des artefacts qui ont été transmis. On peut mettre autant d'artefacts qu'on veut dans la sortie. Les artefacts, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être un peu ce qu'on veut. Hop, et donc, on arrive, alors je ne le fais pas dans l'ordre, puisque c'est comme ça qu'on va le développer. On arrive sur la partie base, donc la partie où on va commencer à traiter une tâche. Donc là, on va rentrer plus dans le détail de comment j'interface mon agent LangChain avec agent to agent et comment je peux répondre finalement à l'agent, enfin le client qui m'appelle. Donc les formats, alors j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, les parts, le moyen de Google, qu'a trouvé Google d'abstraire le format d'entrée ou de sortie, c'est les parts. Donc part, c'est globalement une structure JSON abstraite dans laquelle on peut retrouver soit du texte, soit des files, soit autre chose. Ça permet d'être modalité indépendant. Nous, on va juste faire du texte aujourd'hui, mais c'est bon à savoir si vous avez des cas un petit peu plus complexes. Et donc, hop, si on veut pouvoir utiliser notre agent, il faut pouvoir l'interfacer. Donc là, pour ça, hop, je vais aller ici, dans mon exécuteur. Donc l'exécuteur, comme je disais, c'est juste une interface dans laquelle on retrouve notre fameux execute avec le request context et l'event queue. Donc là, ça va être notre point d'entrée et notre moyen de communiquer avec le client. Donc là, on va récupérer la query, donc qui contient alors ce qui s'appelle user input, même si ce n'est pas forcément un user, ça peut être un agent. On va créer une task. Alors comme je disais, il peut y avoir un historique de task, on peut avoir une task en cours, on peut être appelé plusieurs fois dans le cadre d'une même task. La task est immutable, mais on peut produire plusieurs artefacts. Donc là, on va, avec le contexte, récupérer la task qui est en cours. C'est encore petit. On va récupérer la task qui est en cours, ou on va en créer une nouvelle avec le message qui nous a été envoyé. Ce qui est hyper important pour démarrer une task, c'est de dire dans la queue qu'on a démarré une task, tout simplement. Donc ça permet au client de se mettre en attente, de dire « Ok, là je suis prêt à recevoir des événements. J'enlève ça parce que ça m'embête. Je suis prêt à recevoir des événements et je vais m'attendre à recevoir des événements, justement. » C'est génial, il m'implémente tout d'avance. Là, c'est trop gros. Parce qu'on voit plus le... Ouais. Je vais faire comme ça. Donc, pour pouvoir communiquer au travers de cette event queue, le protocole nous met à dispo un task updater dans lequel on va passer simplement la queue dans laquelle on va pouvoir communiquer, le task ID, puisque c'est ce qui va nous permettre de centraliser sur la tâche qui est en cours, et le context ID, donc c'est pour grouper globalement dans quel contexte on est. Ça permet, dans le cas où on va gérer des requêtes qui sont interdépendantes, de travailler dans un même contexte et de se transférer les tasks. Ensuite, on va démarrer notre agent LangChain, que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait de la web search, que je vais pouvoir invoquer comme un agent LangChain. J'appelle un invoke avec une query et ça démarre mon agent. Ce qui va se passer, là on est sur un mode streaming avec une task qui démarre, donc on va s'attendre à recevoir régulièrement des événements. Donc tant que le modèle est en train de travailler, tant que mon agent est en train de travailler, je veux notifier mon client qu'on est sur une task qui est working. Je donne un petit aperçu avec un message. Donc ce qui est retourné ici, c'est une part. Le format de part, je l'ai dans le client. Format de part, je vous montrerai, c'est un JSON dans lequel on a le texte, le kind et le texte de la part qu'on va renvoyer. Donc là, je renvoie un message en retournant le chunk qui est en cours. Alors en général, c'est des réflexions qui sont en cours par le modèle dans le cas de la cinématique Async.io. Async.io, je dis Async.io, pardon, de la cinématique React, pardon. Async.io sleep ici, c'est juste pour laisser passer le message. Sinon, il passait tout dans la main loop, c'était ridicule. On avait tous les messages qui passaient en pavé et c'était pas très sympa en démo. Ensuite, comme je disais, il faut qu'on ait des artefacts en sortie une fois qu'on a terminé notre tâche. Bon là, il m'a tout
tout implémenté d'avance. Donc, je vais enlever ça. Hop. Et à la fin, il faut absolument qu'on complète notre task. Donc, au travers de l'updater, on va dire, bah, ça y est, ma tâche, elle est terminée. Et donc, je vais redémarrer mon serveur ici. Et vous verrez que ça n'a rien changé. C'est pas du tout impressionnant, du coup. Mais notre agent sera prêt à recevoir des messages de la part d'un client. Donc, on va passer sur le client. Hop. Client ici. Alors, le principe, bon, il fait tout encore une fois. Le principe du client, c'est de, comme je vous ai montré sur le petit schéma tout à l'heure en plusieurs parties, c'est d'abord aller faire du discovery d'agents. C'est où sont mes agents, qu'est-ce qu'ils font, comment je peux les adresser, globalement. Donc, pour ça, on a un outil, Agent to Agent Card Resolver, qui va nous permettre à une URL donnée, ou à un set d'URL donné, ou à un repository donné, peu importe, là c'est une URL, d'aller chercher le agentcard.json sur l'adresse /wellknown/agentcard.json à l'URL que je lui ai donnée. Donc là, si je vais bien déclarer ma variable, c'est ça, il va bien chercher au bon endroit, très bien. Et ensuite, une fois qu'on a notre resolver, on va demander get agentcard. C'est génial, il me fait tout d'avance. Ce qu'on va déclarer ensuite, c'est un client. Donc une fois qu'on a resolve la carte de l'agent, on va pouvoir déclarer un client pour appeler cet agent. Et encore une fois, ici, vous voyez que je n'ai pas du tout de LLM qui s'apprête à discuter avec mon agent. J'ai juste, pour l'instant, interfacé un client. J'ai implémenté un client. Enfin, je n'ai pas implémenté puisque c'est Cursor qui le fait à ma place, mais bref. Donc, ensuite, on va créer un payload. Qu'est-ce qu'il me fait? J'en sais rien. Il fait n'importe quoi. Il ne fait pas que des choses bien. Dans mon payload, globalement, ce que je vais faire, et je vais indenter, sinon ça ne va pas le faire, c'est que je vais créer la fameuse part. Le JSON qui constitue un part, c'est ça, c'est un JSON qui contient message de point, le rôle de l'utilisateur. En fait, on retrouve le format qu'on a l'habitude d'avoir quand on adresse des LLM. C'est un peu basé là-dessus, avec donc la part qui est ici un kind text, où je peux poser la question quelle est la météo à Tokyo, puisque c'est un agent web que je vais adresser, donc je sais que je peux faire ce type de requête. Ensuite, et il a déjà pris de l'avance, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, doucement, je vais créer une requête d'envoi de message vers mon agent que j'ai resolve. Donc, bon, simplement, ce qu'il y a là-dedans, c'est le payload que je viens de créer, donc le part que je viens de créer, et un ID. On adore mettre des ID partout, ça sert à la traçabilité. Une fois que j'ai créé mon payload, je peux envoyer ma requête vers l'agent. Là, il me fait du travail. Je peux envoyer ma requête à l'agent au travers du client que j'ai instancié au départ. Ça fait beaucoup de tuyauterie au final pour juste dire j'instancie le canal de communication et j'envoie un message dedans, quoi. Ici, comme je suis sur un agent streaming, je vais avoir un stream, évidemment, que je vais juste afficher pour le plaisir. Donc, je vais démarrer ça. Donc là, par contre, il faut que je zoome parce que sinon, on ne va rien voir. Et je vais démarrer Start client. Donc là, je vais démarrer mon client qui va appeler mon agent to agent. On va voir un tas de choses pas forcément très, très faciles à lire. Surtout si je zoome comme ça. Bon, je vais le coller dans l'éditeur, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Je vais vous le montrer pour que ce soit clair. Tac. Il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Donc là, on voit que l'agent card a été retrouvé auprès de mon serveur. D'ailleurs, on a vu l'événement passer dans la requête ici, dans le terminal. On voit que les capacités ont été exposées, qu'on a découvert le protocole de communication, avec les exemples, etc., etc. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit les requêtes traverser le réseau, hein, où on va voir tous les échanges de messages. On voit que là, on a posé la question quelle est la météo à Tokyo, que c'était un rôle utilisateur, qu'on a un task ID en particulier. Ensuite, on a l'agent qui nous a répondu, ok, je vais regarder la météo qu'il fait à Tokyo. Super. Après, il répond, le 4 novembre, aujourd'hui, Tokyo, il fait beau. Okay.
Et puis après, bon, il nous répond, il finit par répondre avec son artefact que aujourd'hui, le 4 novembre 2025, il fait beau à Tokyo. Voilà. Et puis à la fin, on a une notification comme quoi c'est terminé, on est OK là-dessus. Donc là, on voit finalement tout ce qui s'est passé au travers du réseau. Alors ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est tout ce qui est observabilité. Ils ont mis tout l'outillage qui va bien pour mettre un outil d'observabilité, de tout capter au passage. Là, on voit bien que c'est tracé dans la console, mais on pourrait mettre ça dans un outil d'observabilité plus structuré. Hop, on ne sauvegarde pas ça. Pas utile. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je suis allé, parce que là, c'est pas très sympa à regarder, je fais un petit wrapper. Alors là, je fais pas, c'est pas du live code, je vais juste montrer un serveur, API serveur, tac, où j'ai exposé finalement, hop, c'était un dev, non, npm dev, bon, run dev, oui, c'est mieux, où j'ai créé une petite appli un peu plus visuelle, quand on voit bien, voilà, où je peux aller adresser mon agent, je sais pas, et la météo au moment demain, et ben ça marche pas, voilà, comme ça c'est l'effet démo. Bon, pour une raison que j'ignore, il ne fonctionne pas. Mais l'idée, c'était de montrer qu'au travers d'un agent, enfin pas d'un agent, mais d'une appli web, on pouvait déjà appeler notre agent. Bon, rien de plus que juste les appels que je vous ai montrés dans la console avec une appli web. C'est dommage, on a le droit à l'effet démo. Ok, alors je vais en revenir du coup à mon... Je ferai d'autres démos visuelles, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Donc du coup, ensuite, je vais me mettre là-dessus. Ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est que dans le cadre de communication, je suis passé un petit peu outre les slides, j'ai accéléré un petit peu parce que je prends déjà du temps. Ce qu'on a fait dans l'ensemble, dans le scénario que je vous ai montré, c'est qu'on est passé par les briques un peu type d'échange, où on a fait le discovery, où on a vu les messages qui s'étaient échangés, et à la fin, on a eu un livrable. Je sais pas pourquoi toc. Ce qui s'est passé derrière, bon là, c'est en petit, mais il faudra peut-être qu'on mette à dispo les slides, comme ça, ça pourra être revu. On voit toutes les cinématiques d'échange qui se passent. Donc, agent discovery, s'il y a un protocole de sécurité derrière, d'authentification, on va s'assurer qu'il y ait bien le token derrière. Et puis, ensuite, on va faire communiquer les deux, en s'assurant que le message soit bien transmis avec un token. Et à la fin, on va streamer la réponse. Ça, c'est le diagramme de séquence qui est facile à retrouver sur la doc agent to agent. Donc ça, c'était la démo sur laquelle j'ai anticipé, où du coup, on déroule tout le scénario d'échange client à serveur. On n'a toujours pas mis d'agent en front. C'est juste, on a un client qui va appeler un agent au travers d'un protocole. C'est un truc compliqué pour appeler un agent LangChain, je vous l'accorde. Par contre, on voit une tendance se dessiner, c'est que de plus en plus, on va entendre parler des deep agents. Alors, ce sont juste des agents qui travaillent en plusieurs étapes avec une équipe de sous-agents qui vont commencer par planifier une tâche en posant des questions sur un détail qui ne serait pas clair dans la tâche qui a été confiée. Une fois que tous les éléments sont clairs, ils créent un plan et puis on va dédier des tâches à plusieurs sous-agents qui vont travailler avec des serveurs MCP, avec tout un tas de choses. On prend de plus en plus de recul, on s'approche de ce qu'on appelle dans la théorie de l'agentic mesh, donc savoir les sociétés d'agents qui vont travailler à plus grande échelle. Donc du coup, nous, ce qui était intéressant de montrer ce soir, c'était de montrer que peu importe si on a plusieurs technologies, on peut faire travailler tout ça ensemble en mettant un agent devant et en faisant travailler des sous-agents, avec ce fameux système de planification qui est présent dans la théorie du deep agent. Hop, donc je vais vous montrer ça. Alors, ok, là. Donc on va reprendre l'agent Airbnb qu'avait Alexis tout à l'heure, et on va, comme c'est un agent ADK, le rendre disponible au travers de notre agent to agent. Comme je vous ai promis de le faire en une seule ligne. Bon, là, voilà. On a rendu disponible notre agent au travers de agent to agent, notre agent ADK. Voilà, c'est facile. Une fois qu'on a ça, donc évidemment il faut déployer, le rendre disponible. Hein.
Toc, donc là, start SH. Donc on va rendre notre agent Airbnb agent disponible. Ça y est, il est dispo. On va regarder qu'il soit bien, live sur notre slash well-known agent card.json. Ça tombe bien, c'est parfaitement fonctionnel. Donc là, on a avec une seule ligne rendu disponible dans agent to agent notre deuxième agent. Donc on a 2 agents maintenant qui sont dispo en protocole agent to agent. Donc, tu n'as pas eu à déclarer tout ce que tu as fait juste avant? Non, en fait non, parce que c'est dans ADK, c'est directement packagé. Bah, c'est comme je disais, hein, inspiration Google, donc dans l'écosystème Google, ça marche bien. C'est pareil, ADK est compatible avec tous les modèles, mais il est optimisé pour Gemini. Pas non plus. Voilà. Après, vous pouvez toujours retravailler les instructions, les systèmes prompts et tout ça, ce qui rend beaucoup plus ouvert, c'est ouvert beaucoup plus de possibilités. Voilà, et donc ce qui était intéressant de montrer ensuite, c'est de dire qu'on peut orchestrer tout ça avec un ADK, parce que c'est très simple avec ADK, vous avez vu, on a les serveurs agent to agent qui se déclarent très facilement. On va voir que les clients agent to agent se déclarent aussi très facilement sur ADK. D'ailleurs, il y a des trucs très pratiques à dispo directement dans ADK qui s'appelle Remote Agent to Agent, qui est un client qui package déjà tout, qui fait le resolve, le discovery, etc. Donc là, je vais déclarer mon agent LangChain, je vais déclarer mon agent Airbnb comme des Remote Agents en donnant l'agent card où est-ce qu'elle est située. Là, encore une fois, je n'ai pas de registry dans lequel tous mes agents sont enregistrés. Je lui donne explicitement, et après, je vais créer un agent orchestrateur en root agent, évidemment, puisque c'est ça qu'il faut qu'on déclare. Et donc là, on prend un petit peu d'avance, mais je voulais montrer quelque chose. Il y a 2 choses de possibles. On peut passer sur des sub-agents, où je vais donner à mon agent orchestrateur mon LangChain agent et mon Airbnb agent. Mais comme l'expliquait tout à l'heure Alexis, ADK fonctionne avec de la délégation quand il s'agit de sous-agents. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir plutôt, c'est d'utiliser ces agents comme des outils, donc des outils qu'on appelle au travers d'agent to agent. Donc, alors c'est bien implémenté dans Agent Tool, ça évite de la restriction de possibilités à un seul cas d'usage. Là, ce que je voulais montrer surtout, c'était qu'on avait la possibilité de mettre un planificateur et d'appeler les agents dans un ordre qui n'est pas forcément défini, parce que quand on les met dans un tool comme ça, ils ne vont pas s'exécuter les uns après les autres, mais ils vont dépendre de la planification qu'on en fait. Donc là, j'ai déclaré mon agent orchestrateur, et si tout va bien, je devrais pouvoir démarrer mon orchestration ici. Hop, dans mon client, je vais stopper ça, je vais stopper mon client qui n'était pas très souple, et je vais démarrer mon ADK. Tu as fait tout dans le même projet, là, c'est ça? Ouais, et je vous partagerai le GitHub ensuite. Je le rendrai public et j'ai quelque chose sur le port 8000. Qu'est-ce que j'ai sur le port 8000? On réessaye. Allez, on réessaye. Sinon, je le mettrai sur un autre port, c'est pas grave. On va le mettre sur un autre port, c'est pas grave. Décidément, j'ai le droit à l'effet démo aujourd'hui. Donc, ADK. Est-ce que j'ai déclaré mes variables d'environnement? Ouais, mais je ne veux pas le mettre parce que c'est enregistré, qu'il y a mes clés d'API. Et je ne me fais pas avoir à ce jeu-là. Ok, bon, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Non, il n'est pas là. Hop, Start ADK Web, et normalement, je vais pouvoir préciser le port. On ne va pas le mettre sur un. C'est quoi pour les tri? C'est la gestion de package Python. Okay. Voilà, bon, sur 8001, ça marche. Ok, donc on en revient sur cette interface là de test. Hop, je vais virer ça pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc, je vais dire, là, il a trouvé mon agent orchestrateur. Alors, j'ai passé un peu vite dessus. Ce que j'ai déclaré dans mon agent.py, là, c'est un root agent, donc un agent ADK comme l'a montré Alexis tout à l'heure. C'est un LLM agent qui n'a pas d'instruction particulière parce que je lui ai donné un planificateur, un plan React Planner. Ça permet de faire observation-action. Il va prendre la requête utilisateur, il va la traiter en s'appuyant soit sur ce qu'il sait faire, soit sur les outils qu'il a à disposition.
Donc là, mes outils, ce sont mes Airbnb Agent et Langchain Agent. Donc, retour sur ce truc-là. Donc, j'aimerais que tu recherches des spots sympas à visiter en Espagne. On a envie de partir en vacances. Et chacun de ces spots, trouve-moi des Airbnb. C'est vraiment pas le cas que j'ai testé en off. On verra si ça marche. En théorie, c'est censé être suffisamment souple pour marcher dans tous les cas. Ce que j'espère. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit la chaîne d'orchestration ici. Donc le plan, c'est d'appeler le Langchain Agent, donc il fait la recherche web pour chercher les places intéressantes, les endroits intéressants. Puis on va appeler Airbnb Agent pour ces endroits. Donc là, on voit qu'on appelle notre Langchain Agent, qui est très mal nommé parce qu'on aurait dû l'appeler Web Agent. Et après, bon, on fait du raisonnement, etc. Donc là, ce qui se passe derrière, c'est qu'on appelle d'un côté mon agent Langchain qui fait du web search, qui utilise un modèle de Nebius AI qui est Kimi K2. Puis on appelle en parallèle donc, notre Airbnb Agent qui utilise Gemini 2.5 Flash, qui en tool a Airbnb en MCP. Voilà, donc on a vraiment un tool Langchain et un MCP d'un autre côté. Donc c'est le panel, le vrac complet de technologies qu'on met ensemble. On fait plusieurs appels à Airbnb Agent, donc j'ai vraiment quasiment rien fait en orchestration. J'ai utilisé les outils de base, c'est quelques lignes de code. Vous verrez sur le repository quand vous l'aurez. J'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai utilisé le client de base, j'ai utilisé les outils ADK de base. Bon, là, il fait quand même beaucoup de recherches, c'est qu'il a dû trouver beaucoup de spots à visiter. Et je pense que je vais avoir des vacances qui vont me revenir très cher. Mais en tout cas, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a plusieurs étapes en cours. On a 13 requêtes qui sont passées. Et là, on va voir au fur et à mesure les différents agents, les allers-retours. On voit la flèche qui bouge, beaucoup d'Airbnb Agent, allers-retours. Si on revient au début, voilà, c'était le Langchain Agent. On peut retracer toute notre cinématique. Encore une fois, le protocole permet de faire de la traçabilité au maximum. Donc ça y est, il a trouvé mes vacances. Donc on va aller à Barcelone d'abord, puis à Grenade. Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est que il nous file quelques Airbnb avec des prix, des notes, etc. qui vont bien pour notre cas d'usage, enfin, pour notre demande. Donc là, c'est quand même un cas assez sympa où on a fait appel à 2 agents avec en relais pour des tâches plus spécialisées et une orchestration autour qui permet de mettre en forme cette tâche. Je pourrais lui demander n'importe quoi d'autre. Bon, évidemment, là, c'est un agent Airbnb, un agent web search. Si je lui demande la météo dans chaque endroit, il va juste faire des web search. Je peux avoir 10 000 agents qui exploitent n'importe quel MCP derrière. Et après, du coup, avec cet orchestrateur devant, ça fera le bon choix du bon agent pour les bonnes cinématiques. Donc j'ai globalement pas fait grand-chose, et j'ai quand même quelque chose qui marche très très bien avec des agents qui sont dans des technologies complètement différentes et qui exploitent des modèles complètement différents. Et c'est toute la promesse de Agent to Agent, c'est de nous abstraire de la technologie qui est derrière et de rester sur un mode complètement flou. Je déclare ce que l'agent sait faire, et c'est tout. Hop. Voilà, donc j'espère que ça ne vous aura pas trop endormi. On a essayé de faire light en théorie, il en fallait un petit peu, je suis désolé. Je vous mets le repo à dispo, je le rends disponible en public dès après là. C'est sur mon GitHub, Jérémy Voisin, simple. Et donc le projet sera dispo en public, vous pourrez jouer avec. Je ne vous transfère pas mes clés d'API dans mon repo, il n'y a pas de souci. On le support aussi en PDF dans le repo, je pense, et sur WhatsApp. Ouais, voilà, on mettra sur le repo sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a essayé de faire un truc un peu sympa, à part la démo qui a planté à côté là sur le. Mais bon, ça n'avait pas plus d'intérêt que ce qu'on a déjà montré. Les 13 itérations, c'est vous qui l'avez décidé ou du tout. Arbitrairement pour éventuellement accélérer la vitesse. Il l'a fait sur la tâche que je lui avais confiée. Donc en fait, ce qu'il a fait, alors je peux reparcourir. Ce qui s'est passé, j'ai gardé la cinématique. En premier lieu, il a appelé mon agent Langchain pour faire une recherche web. Ce que mon agent Langchain a répondu, c'est une liste, une sélection de spots vraiment sympas à visiter, où il a proposé la Sagrada Familia à Barcelone et puis plein d'autres. Dans l'orchestration, ce qui s'est passé, c'est qu'il a identifié un ensemble d'endroits pour lesquels je vais devoir faire une recherche de Airbnb. Et donc, c'est ça qui a conditionné les multiples appels à Airbnb Agent. C'est que dans ma planification, qui est adaptative, puisque c'est du React, c'est vraiment observation-action et on réfléchit à chaque fois. Dans ma planification, je me suis rendu compte qu'après la première requête vers le web, j'avais un certain nombre d'endroits à visiter
Et donc, c'est ce qui explique toutes les étapes qui se sont produites après. Donc là, j'ai une réponse de mon serveur web, qui est la deuxième étape. Puis, enfin, pas de mon serveur web, de mon agent web, pardon. Puis, un premier appel à Airbnb Agent qui dit, bon, bah, le Langchain Agent a donné une liste de spots sympas. Il va falloir que je trouve des Airbnb. Je vais focus sur Barcelone, Grenade, etc., etc. Et puis là, donc, on va passer la main à notre Airbnb Agent qui va commencer déjà à rechercher des Airbnb dans ces endroits. On va avoir un retour, hop, une réponse. Voici quelques annonces d'Airbnb Barcelone, etc., etc., qui est issue de cette réflexion dans l'agent Airbnb. Puis on revient vers cet agent en lui disant que... Alors, qu'est-ce qu'on lui a dit ? Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Ah oui, maintenant, je dois aller sur Grenade, etc., etc. On va itérer plusieurs fois comme ça jusqu'à ce que l'agent planificateur ait considéré que la tâche soit pleinement remplie et donc on soit en capacité de répondre à l'utilisateur. C'est ce qui explique qu'à la fin, on a un résultat aussi complet avec des Airbnb pour chaque destination qu'on a identifiée comme étant intéressante. De réponses par spot. Voilà. De requêtes par Ouais. spot et- Ouais, c'est ça, ouais. Bah, du coup, c'est les différents spots. Après, voilà, on voit qu'on fait des allers-retours. Hein. Airbnb Agent, Route Agent. Et à la fin, on n'est que sur le Route Agent qui fait, en fonction de tous les résultats qu'il a récupérés, une compilation où il va répondre. Et finalement, ça répond, si on remonte tout en haut, la planification qu'il nous a proposée, hein, c'est le fameux truc des Deep Agent avec la planification initiale. Je vais d'abord appeler le Langchain Agent pour faire une recherche des lieux intéressants, puis pour chaque lieu, pour le top 3 à 5, je vais appeler le Airbnb Agent pour rechercher les Airbnb dispo, et à la fin, je compile toutes ces informations pour répondre. Et quand on reparcourt les événements, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, tu lui as pas donné. Du tout. Ah non, du tout. Quand je reparcours mon agent planification, c'est ça. C'est juste ça. L'agent planificateur, il fait ça. C'est dans le dossier Orchestrator. J'ai démarré le ADK ici. On voit en haut, alors on voit pas, on voit ici que c'est mon agent Orchestrator. On voit pas très bien parce que c'est petit, mais voilà, c'est Orchestrator, c'est lui, j'ai rien fait de plus que lui donner ça. Et vous aurez accès au repo pour tester vous-même aussi. Vous verrez qu'il n'y a aucune instruction. Tout ce que j'ai déclaré, c'est mes 2 remote agents, en disant j'ai 2 agents qui vont être disponibles pour faire telle et telle chose. Et un mode de planification, il y en a plusieurs sur ADK, et c'est tout. Et j'ai même pas dit tu es un agent spécialisé en quoi que ce soit. Il a reçu la requête comme ça. Si j'ai bien compris, là, tu as déclaré un agent qui vient du SDK de l'ADK, là, Ouais. qui connaît juste les 2 agents que tu as créés as tools. Ouais. Et c'est quoi la différence avec un agent de workflow? Un agent, c'est qu'il peut être n'importe où, en fait. C'est ça la différence. C'est que, alors, dans le Workflow Agent, comme je disais tout à l'heure, c'est la façon, l'ordre dans lequel on les a déclarés qui va être l'ordre dans lequel ils vont s'exécuter. Après, si on les met Agent Tool et qu'on a tout dans le même endroit, évidemment, ça va faire la même chose. Par contre, ils vont être tous au même endroit. Là, la différence qu'on apporte avec Agent to Agent, c'est que l'agent peut être n'importe où. Il peut être disponible n'importe où. Et c'est vraiment toute la promesse de Agent to Agent, c'est de dire peu importe où est mon agent, et peu importe comment il fait sa tambouille derrière, ça peut même ne pas être un agent en fait, ça peut être juste un truc déterministe derrière. Peu importe, quand je vais l'appeler, il va faire en théorie, j'attends qu'il fasse ce qu'il dit qu'il va faire pour répondre à la problématique que je suis en train de traiter. Et c'est vraiment ça l'intérêt, c'est que ce soit n'importe où dans le monde et que ça respecte les standards de sécurité qu'on aura voulu imposer. Ça peut être derrière une gateway, il y a un protocole qui s'appelle Agent Gateway Protocol qui est par IBM, je crois, qui est défini par IBM, qu'on pouvait voir comme étant un concurrent. En fait, c'est plutôt un complément où on va pouvoir s'authentifier auprès d'une gateway d'agents, par exemple, au travers d'un protocole Agent to Agent aussi, et puis, par exemple, se mettre une tarification à chaque appel de l'agent. On va bénéficier de tout ce qui est existant en termes de API Gateway, tout ça, qui est déjà dans l'industrie, en fait. Et c'est ça le vrai intérêt, c'est pouvoir se dire, je me fiche d'où est mon agent, je ne vais pas devoir faire de wrapper pour l'appeler, je vais juste pouvoir le plugger as tool, là en l'occurrence dans ADK, et ça va marcher comme s'il était sur ma machine. Et donc demain, alors évidemment on n'en est pas là, mais on pourrait s'attendre à ce qu'un fournisseur de services ou un e-commerce nous expose un agent avec lequel on puisse discuter avec notre propre agent, et du coup on laisse les choses se faire toutes seules comme ça. C'est voir très très loin, on est sur du Agentic Mesh, donc c'est pas encore l'état de l'art, on va dire, l'état des usages plutôt. En tout cas, il y a déjà quelque chose qui est disponible. C'est un protocole, comme je disais,
il n'y a pas de gros packaging autour du protocole. Enfin, vous avez vu, j'ai tout fait à la main, j'ai déclaré les skills, j'ai déclaré mes clients. À part le packaging que propose ADK, on fait tout à la main sinon. Hein. Notre payload, on l'a déclaré à la main ici comme étant un dictionnaire brut. Enfin voilà, ça reste assez brut. Il n'y a pas beaucoup de packaging. On s'assure juste au travers de ce protocole qu'on va respecter des standards de l'industrie. Et qu'on ait un moyen de communiquer sans trop se soucier de comment est implémenté l'agent derrière. Et donc après, j'aurais pu, alors comme je disais tout à l'heure, au lieu de le mettre as tool, j'aurais pu le mettre subagent comme a montré Alexis tout à l'heure. Et là, il y aurait eu une délégation complète. C'est-à-dire que peu importe planificateur ou pas, j'aurais eu une délégation à l'agent enfant, enfin l'agent enfant qui est en remote du coup, et j'aurais perdu la main. L'orchestrateur aurait perdu la main, c'est l'agent enfant qui aurait répondu. Et donc je perds l'intérêt de cette orchestration puisque j'ai juste fait une délégation. Voilà. Ça peut être. Ça aurait fait quoi? Je peux te montrer. Je te le mets en subagent. Je vais montrer ce que ça fait. Donc j'enlève les tools et tu vas voir. La cinématique, elle va être fondamentalement différente. Le client, il est là, pardon. C'est n'importe quoi, lui. Il va me dire que le 8001, il n'est pas... Non, c'est bon. Hop, je retourne sur mon web. Donc je vais lui poser exactement la même question sur une nouvelle session. Et tu vas voir, c'est pas du tout pareil ce qui va se passer. Ou alors il se moquerait de moi. Mais non, je l'avais testé justement. Donc là, il va faire sa planification une première fois, transfert to agent, et après, On voit pas mal. c'est normal. Normal, il faut attendre. Voilà, terminé. Alors, parce que bon, bah, là, on a fait un transfert to agent, on a transféré à notre LangChain agent. Il en a fait un usage. Et dans quel cas ça peut être utilisé? Alors, dans le cas où on n'a pas de planificateur, en fait, là, c'est intéressant quand on fait des vrais workflows, les workflow agents que présentait Alexis tout à l'heure. Là, il y a un vrai intérêt parce que du coup, on va pouvoir dire que dans notre workflow, que ce soit un loop, que ce soit un séquentiel ou n'importe, on va devoir les chaîner comme ça, peu importe où est l'agent. Ma cinématique, c'est celle-là. C'est une cinématique déterministe, c'est toujours la même, elle s'exécute dans cet ordre-là. Oui, donc Ou on va dans... reproduire le même comportement avec un workflow. Ouais, il y aurait beaucoup moins de souplesse par contre. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'agent qui va rédiger des articles de blog, et tu pourrais avoir un autre agent qui rédige des posts LinkedIn avec l'orchestrateur au-dessus. Et là, pour le coup, la délégation, elle est importante. Ce qui va vraiment déléguer, c'est l'agent enfant qui va vraiment répondre. C'est le plus spécialisé dans le domaine. Si tu veux rédiger un post LinkedIn, c'est l'autre qui va te répondre. T'as rien qui va remonter à la fin. Voilà. Après, du coup, ce qu'on peut imaginer ensuite, parce que là, on a un agent on top avec une répartition hiérarchique, ce qu'on peut imaginer ensuite, c'est que chaque agent soit client agent to agent et qu'il puisse relayer à d'autres la suite de la tâche. Ça peut être tout à fait comme ça. Et là, après, on peut démultiplier les canaux, on peut faire une communauté d'agents qui vont travailler ensemble. Tout est possible. L'idée, avec agent to agent, c'est vraiment d'abstraire cet aspect de communication. Ok. Oui. Question, est-ce qu'il y a déjà des boîtes qui ont fait des agents publics qu'on peut déjà utiliser? C'est-à-dire que soit il y a des agents qu'on va faire au sein de la boîte et voilà, on va se débrouiller pour que les agents communiquent ensemble, mais est-ce qu'il y en a déjà qui ont des business models où il y a des agents publics Pas de très connus, je dirais. Pas à ma connaissance, il y a plein de grosses boîtes qui implémentent agent to agent pour faire plaisir à Google. Je ne devrais pas dire ça, c'est enregistré. Non, mais c'est comme ça que ça a été introduit. En fait, ils sont associés à plein de monde pour que tout le monde porte agent to agent, qu'ils l'implémentent chez eux, etc. Je pense que, en tout cas, ce que je vois dans les implémentations d'agent to agent qui sont dispo dans les refs de la doc, c'est plus la communication interne entre agents, mais j'ai pas vu d'agents publics dispo. J'ai sans doute pas assez recherché non plus. Je pense que si je recherche un peu plus, j'en trouverai. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui un usage phare de cette technologie en exposant un agent génial à tout le monde. Peut-être que demain, on aura ça pour adresser tout et n'importe quoi et que on n'aura plus de site, mais on aura des agents à qui on parle. J'en sais rien. C'est ce que certains ont envie de croire. Donc, c'est dans ce sens-là que va agent to agent aussi. C'est dire, on a des agents personnels, chacun, qui vont communiquer avec des agents de fournisseurs de services ou des agents de e-commerce ou des agents de ce que tu veux. Et toi, tu as juste à dire à ton agent, hey, tu peux, comme si tu avais ton assistant personnel, est-ce que tu peux aller me réserver un resto et puis t'assurer que, je sais pas, tu as un chauffeur qui vient me chercher chez moi, puis après qui me ramène, etc. etc. Voilà, c'est un petit peu l'utopie.
On n'est pas encore là, puisqu'il faut que tout le monde s'y mette. T'as le navigateur, non? Oui, il y a les navigateurs agentiques. Alors, Ouais. disons que ça temporise. Parce que si on a des agents qui sont capables de discuter tout seuls, sans qu'on ait besoin d'intervenir, bon, bah, finalement, est-ce qu'on a encore besoin de site web? C'est ça le truc. On garde le legacy parce qu'il faut toujours avoir l'humain dans la boucle et qu'on serait vexé de ne plus pouvoir aller voir le site web et de ne plus pouvoir prendre l'action nous-mêmes. Mais si demain on dit qu'il n'y a plus que des agents, est-ce qu'il y a encore besoin des agentic browsers? Pas sûr. Parce que dans ChatGPT, on peut brancher des MCP. C'est Absolument. quoi la différence dans ce cas-là entre le framework et ça de... Ah bah là tu peux l'avoir chez toi. La différence, c'est ça, hein. Toi, si tu veux développer ton propre outil que tu fais tourner on-prem, bah, tu le développes en utilisant ça, tu mets tes MCP, etc. Ce que tu as sur ChatGPT et autres, bah, c'est déjà un gros panel d'outils dispo. Et puis, bah, tu peux connecter tes MCP comme tu le fais avec Claude, comme tu fais avec n'importe lequel, hein. MCP, c'est une abstraction d'accès à n'importe quel système, on va dire pas legacy, mais en tout cas, c'est préexistant. Donc- Je suis désolé. Non, vas-y, je t'en prie. C'est quoi les agents que vous mettez en place dans les entreprises? Parce que c'est pas à base de RNMI. Non, le principal, c'est des accès aux bases de données, c'est des synthétisations de documents, c'est de la recherche documentaire, c'est du recroisement documentaire, enfin, c'est ça globalement. On n'en est pas sur des usages très dingues, on est plutôt... Ils interrogent les données du SI. Globalement, c'est ça. Parce que les données sont éparpillées, qu'il n'y a pas eu de gouvernance pendant des années et qu'on ne sait plus où trouver quoi. Et on a... Organiser le bordel. On connaît un peu partout des documents, enfin des répertoires qui s'appellent, avec des noms un peu particuliers, qui contiennent une mine d'or d'informations et que personne ne va aller voir parce que soit il s'est trompé sur le nom et que ça ne semblait pas intéressant pour son cas d'usage, soit parce qu'il y en a trop et donc on ne veut pas aller dans tous. Et donc bah, c'est là où l'agent est intéressant. Et donc, moi, ce que je mets en place aujourd'hui au quotidien, bah, et puis Alexis aussi, parce qu'il travaille avec moi, bon, ils envahissent. C'est un agent qui fait de la planification, qui est complètement autonome sur la planification et qui va faire plusieurs choses, donc de la recherche documentaire, de la génération de rapports, génération de slides, la génération de PDF, de ce que tu veux, sur base des ressources documentaires de l'entreprise ou du recroisement avec des ressources web. C'est vraiment la couche d'orchestration autonome au-dessus qui intéresse beaucoup aujourd'hui. Parce que faire un agent conversationnel, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça, c'est un temps qui est passé. Voilà. Et c'est avec des modèles locaux. C'est le problème, justement. On a de tout. En fait, on a de tout. On s'aperçoit assez fréquemment que les entreprises ont tendance à rester chez le partenaire avec lequel ils sont. Si tu es chez AWS, ils vont utiliser du Bedrock et donc du Cloud ou du Nova. Si tu es chez Microsoft, ils vont plutôt utiliser de l'OpenAI. Après, je ne dirais pas que Mistral est très répandu. Je ne l'ai pas vu en fait en cas d'usage entreprise aujourd'hui. Il y en a, hein. Il y en a. Plutôt sur du on-prem. Après, dans des secteurs un petit peu plus sensibles, on va retrouver des Mistral qui tournent sur des machines internes. Okay. Voilà. On n'a pas trop... j'ai pas vu trop cette contrainte de la souveraineté absolue. On n'a pas cette grosse contrainte-là. On a la contrainte de l'IA Act qui commence à s'appliquer avec des contrôles complémentaires qu'on est obligé de mettre. On est obligé de passer nos solutions au bench IA Act pour savoir à quel niveau de risque on est et quelles mesures on doit mettre en place pour éviter d'être à risque. On a ces sujets-là. Et la réponse n'est pas toujours d'avoir un modèle on-prem ou un modèle souverain. C'est pas toujours ça. C'est même rarement ça. Voilà, je pense que les pizzas vont refroidir si on attend trop. Donc voilà, merci à vous et puis bah,